là-dessus, Manuel Bompard. C'est la grande mesure. Le reste, on savait qu'il fallait arrêter de gaspiller l'eau, réutiliser les eaux usées. Mais là, la tarification progressive étendue à l'échelle du pays, qu'est-ce que vous en pensez? J'y suis favorable. J'y suis d'autant plus favorable que notre groupe parlementaire, dans sa niche parlementaire l'année dernière, en 2022, avait fait une proposition de loi qui reprenait exactement cette proposition. Je trouve que c'est positif que manifestement les lignes bougent, puisque à l'époque, les députés, notamment du président de la République, ne l'avaient pas voté. Donc, même si c'est pas ciblé. Non mais attendez, je pense que ça va dans la bonne direction. Je pense que ça va dans la bonne direction et le modèle montpelliérain qui a été montré tout à l'heure, je vous informe si vous le savez pas que la personne qui en est en charge est le maire de Grabels, qui est un maire qui appartient à la France Insoumise, qui a mis en place cette tarification. C'est pas Michaël Delafosse, le maire de Montpellier? C'est la régie de Montpellier qui a été gérée à l'échelle de l'agglomération montpelliéraine et c'est le maire de la commune de Grabels qui est à côté de Montpellier, qui est René Revol, qui est maire de la France Insoumise, qui est en charge de ce dossier. Je dis pas ça pour faire de la publicité. Donc, je dis juste Macron pour vous dire. Fait du Mélenchon. Non, mais écoutez, moi, quand les choses évoluent dans la bonne direction, j'en prends acte et je trouve ça positif. Maintenant, si on doit examiner le plan dans sa globalité, il comporte un certain nombre d'insuffisances et aussi un certain nombre de reculs. Vous avez donné tout à l'heure le chiffre d'une réduction de 10% d'ici à 2030. Il se trouve que dans la mandature précédente, il y avait déjà un objectif chiffré qui était une réduction de 10% des prélèvements d'ici à 2025. Donc là, l'objectif qui vient d'être annoncé aujourd'hui, malheureusement, ça, je m'en satisfait pas. Vous voyez, je prends les points positifs et je pointe aussi les aspects négatifs. Là, c'est plutôt un recul. Pourquoi? Parce que ces 5 dernières années, malheureusement, rien n'a été fait sur ce sujet. Alors, vous allez répondre, mais je voudrais terminer le tour de table. Sébastien Méry, on va parler tout à l'heure du stockage de l'eau et des méga-bassines, évidemment. Comme agriculteur, vous, concrètement, quel impact a le manque d'eau aujourd'hui? Je dirais, avant de répondre sur le manque d'eau, mais vous ne m'avez pas interrogé sur les fuites, mais les 1 litre sur 5, moi en tant qu'agriculteur, mon réseau d'irrigation qui est présent sur ma ferme, les 1 litre sur 5, je suis effaré. Je ne laisserai pas dans mon réseau d'irrigation perdre 20% du volume en eau. Toute eau que je prélève pour pouvoir irriguer et pour pouvoir avoir une production alimentaire. Il n'y a pas de fuite dans votre exploitation? Il n'y a pas de fuite parce que je surveille et j'utilise 100% de la goutte d'eau et je valorise 100% Est-ce que vos récoltes de céréales sont déjà menacées ou pas par ces sécheresses? Eh ben, je vais vous répondre très positivement et comme M. Laverne l'a dit, on est sur une irrégularité des pluviométries, on est dans le cadre d'un dérèglement climatique aujourd'hui et à ce jour, je suis à plus de 150 mm dans mon pluviomètre d'eau depuis le 1er janvier 2023. Pour vous dire, c'est satisfaisant. J'ai eu 22 jours, certes, au mois de février sans eau, mais le volume d'eau qui est tombé les 3 premiers mois de 2023, c'est supérieur aux 3 premiers mois de 2022. Donc vous êtes optimiste. Vous trouvez qu'on en fait trop sur l'alerte? Il ne faut pas faire non plus peur. Bon. Il ne faut pas faire peur. On est sur des dérèglements climatiques avec des volumes d'eau, ce que je constate, une irrégularité des précipitations qu'on ne connaissait pas avant, mais on a des forts cumuls d'eau à certaines périodes de l'année et des manques pendant d'autres périodes de l'année. Alors, pourtant, le président de la République, et on y viendra, a parlé d'un changement même de modèle agricole et il est prêt à accompagner les agriculteurs pour ça. Mais d'abord, on va rester sur les particuliers. Il y a des symboles dans cette guerre de l'eau qu'on n'espère pas vivre, mais qui risquent d'arriver malgré tout. Ce sont les piscines. Et il y a des départements déjà où les maires essayent d'interdire les permis de construire. On voit cela dans le détail avec ce reportage de Marco Pommier. Alerte sécheresse dans les Alpes-Maritimes. Depuis la mi-mars, le remplissage des piscines privées est interdit dans le département. Des restrictions en matière de consommation d'eau de plus en plus fréquentes en France. Au pays de la faïence, dans le Var, certains maires envisagent même des mesures radicales. Plus de permis de construire, c'est un message. Plus de permis de construire, plus de piscine. On stoppe provisoirement de 3, 4, 5 ans. Interdire la construction de piscines privées, une décision qui en pratique serait difficilement applicable. Comment je vais refuser un permis? Vous allez m'attaquer au tribunal et vous allez gagner, la piscine va exister. Et vous allez en plus me demander des dommages. Des piscines privées pointées du doigt à l'heure de la sobriété énergétique et face au changement climatique. Le débat remonte à l'été dernier. Parce que demain, vous dites, s'il y a trop de sécheresse, on ira, pourquoi pas, jusqu'à interdire des piscines privées. Mais vous comprenez que c'est l'absence d'action sur l'écologie qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser l'eau. Donc vous ne me dites pas non?
Je ne vous dis pas non. Face à la controverse, l'écologiste Julien Bayou avait rapidement nuancé ses propos, d'autant que la filière des piscinistes s'inquiète face aux sécheresses et restrictions à répétition. Pour ce patron de PME, les piscines représentent un tiers de son chiffre d'affaires. C'est très inquiétant. On a l'ensemble des entreprises du secteur ont fait des investissements. Pour ma part, j'ai acheté un camion l'année dernière, un engin télescopique, je me suis équipé. Et si demain je dois ne plus pouvoir faire ce type de projet, qu'est-ce que je vais faire de la dizaine de salariés qui sont dans mon entreprise ? Un débat économique et politique qui dépasse le cadre de l'écologie d'après ce sociologue. Pour lui, la polémique n'est pas fondée. Elle n'est pas principale à mes yeux, vu qu'il ne consomme que 2% de l'eau et que si vous voulez, effectivement, on peut la faire diminuer cette part, mais c'est quand même extrêmement peu sur l'ensemble par rapport au plaisir social que ça crée, au type de lien que ça permet, etc. Mais est-ce que c'est pas plutôt en permanence l'agression contre les riches, contre au fond ceux qui n'ont pas de piscine contre ceux qui ont des piscines? La piscine, le symbole d'une réussite qui s'est largement démocratisée. Avec plus de 3 millions de bassins privés, la France possède le deuxième parc de piscines le plus important au monde, juste derrière les États-Unis. Marc Lomazzi, c'est anecdotique, mais c'est aussi très symbolique, la question des piscines. Est-ce qu'on a tort ou pas de se focaliser sur cette question-là ? Si on se focalise sur sa question des piscines, on a tort. Parce que, effectivement, comme l'a dit l'expert qui s'est exprimé, c'est à 52%. Ceci dit, une piscine, c'est 50 000 mètres cubes d'eau pour remplir sa piscine pour des questions de loisirs. Je répète, lorsque la ressource en eau va être rare, à ce moment-là, on ne pourra plus autoriser des gens à consommer d'un coup 50 000 mètres cubes d'eau. Surtout dans les régions du sud de la France. 50 mètres cubes. Comment ? C'est pas 50 000 mètres cubes, hein. Pourquoi ? C'est une privée. C'est combien ? C'est 50 mètres cubes, c'est pas 50 000. 50 000 litres. 50 000 litres, oui, pardon. Excusez-moi, voilà. Oui, vous avez raison. Excusez-moi, 50 000 litres. Donc on ne pourra plus autoriser les gens à remplir ces piscines, c'est évident, puisqu'il faudra partager cette ressource qui sera devenue extrêmement rare. C'est symbolique, mais c'est important, les symboles. C'est comme le signal prix, c'est important, évidemment. Mais si on parle que des particuliers, parce que le président de la République n'a pas parlé de tarification sociale pour les entreprises ou pour l'agriculture, il a parlé pour les particuliers. Absolument. Pour les particuliers, là, effectivement, la consommation d'eau des particuliers, 90%, ce sont les usages domestiques. Et là, il faut absolument, effectivement, changer nos comportements. D'abord pour moins gaspiller et surtout moins consommer. Mais malgré tout, là, le président nous annonce un plan qui est un plan par rapport à l'urgence et par rapport à l'ampleur de la crise climatique, est un plan petit bras. Parce que là, il compte sur quoi ? Il compte en gros sur la bonne volonté des Français, en disant, essayer d'avoir des douches qui consomment moins, essayer de récupérer l'eau de la vaisselle pour arroser votre jardin, etc. C'est pas à la hauteur. C'est pas comme ça qu'on va régler la crise. C'est pas comme ça qu'on va régler la crise climatique. Si on en croit les rapports, par exemple le rapport ClimSec qui date déjà de 2012 de Météo France, qui alertait déjà de manière extrêmement précise. Si on prend le grand rapport Explore 70, qui lui aussi parlait de cette sécheresse, etc., ou si vous consultez les rapports de l'INRAE, c'est extrêmement clair ce qui nous attend. Et donc, par exemple, une des mesures qu'il faudrait prendre, à mon avis, c'est dans les nouvelles normes de construction, imposer aux promoteurs immobiliers de mettre en place des systèmes de récupération domestique de l'eau, c'est-à-dire que on n'a pas d'un côté la douche et l'eau qui part à la rivière, et puis de l'autre côté les toilettes. On récupère l'eau de la douche pour les toilettes. Bon, ça me paraît évident, de même que ça me paraît évident. C'est vrai que les Français, ils découvrent ce dossier, se rendent compte que pour les toilettes, il y a de l'eau potable, ça semble aberrant aujourd'hui. Pour la chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Les questions piscines, elles sont fondamentales ou pas pour... Une petite remarque, je n'avais pas d'opinion sur les piscines, mais j'apprends dans votre reportage que c'est 2% de la consommation d'eau. 2%, c'est ce qu'on peut imaginer gagner si on réduit les fuites sur les usages domestiques, si on les fait passer de 20% à 10%. Parce que les usages domestiques, c'est 20 à 26% de la consommation d'eau. Passer de 20 à 10% des fuites, vous économisez 2% de la copie. Donc on fait un gros focus sur les fuites, c'est 2% de la consommation. Donc il ne faut pas négliger ça. Derrière la lutte pour le climat, il y a aussi la lutte des classes qui peut arriver. Ça va être difficile à supporter si dans 20-30 ans, certains ont des piscines et d'autres non, avec des étés caniculaires. Non ? Pas de problème. Pas de problème, pas de commentaires, on les garde. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, puisque effectivement, chaque goutte d'eau, elle compte. Chaque goutte d'eau que l'on va économiser, elle comptera.
on apprend qu'il y a plusieurs sources, on va dire, d'économie. Il y a le volet fuite. Écoutez, moi j'ai été élu local, je suis toujours élu local, et élu dans un syndicat d'adduction d'eau. Nous avons amélioré en 20 ans la performance de nos réseaux. Il faut continuer dans tous ces syndicats, et l'annonce du plan faite par le président qui va redonner des moyens aux agences de l'eau qui pourront subventionner de façon déplafonnée ces réparations de fuite. Il y a une volonté politique réseau, c'est nécessaire. C'est entendu. On va parler de l'agriculture. Je vais vous montrer un graphique, un camembert que vous connaissez bien sur les consommations d'eau par secteur, et vous allez le voir, c'est évidemment l'agriculture. C'est très net, 57% d'eau consommée en France qui arrive en premier devant l'industrie, devant l'énergie, devant les particuliers et l'eau potable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un peu un et en même temps dans le discours d'Emmanuel Macron. D'un côté, il a parlé des méga-bassines, il n'a pas dit le mot, il a dit rétention collinaire, il a parlé de stockage, et en même temps, il demande une forme de révolution aux agriculteurs. Écoutez. Est-ce que les filières d'aujourd'hui sont encore adaptées au climat de demain? Et je peux d'ores et déjà vous dire, je crois dans notre agriculture, j'ai montré qu'on, depuis 5-6 ans, on se bat pour elle et on avance, et je crois à notre souveraineté alimentaire. Mais il est évident qu'on aura des territoires qu'il va falloir reprocher vers d'autres schémas de culture et d'autres schémas agricoles, qu'on a des productions agricoles qu'on connaît dans certains territoires qui vont sans doute migrer vers d'autres territoires qui ne les pratiquent pas aujourd'hui, et qu'il va falloir réinventer des modèles agricoles dans d'autres territoires de notre République. C'est une évidence. Sébastien Méry. Changer de modèle agricole, ça veut dire aussi renoncer à certaines cultures qui consomment beaucoup d'eau. C'est votre cas. Est-ce que vous y êtes prêt? Est-ce que vous envisagez une autre manière de penser votre métier? Je vais dire, mon métier, l'utilité de mon métier, c'est de produire de l'alimentation. C'est de produire de l'alimentation pour les Français qui puissent s'alimenter avec une alimentation de qualité et en quantité. Vous avez évoqué la lutte des classes pour les piscines. Mais si demain, imaginez les rayons des supermarchés qui sont vides parce qu'en France, on n'est pas capable d'avoir une production alimentaire sur nos territoires, parce qu'on ne met pas les moyens, on ne se donne pas les moyens de pouvoir produire sur notre territoire, soit on apportera notre alimentation, soit quand on aura un problème sur une partie de la planète, comme ça a été révélateur la guerre en Ukraine, on manquera d'alimentation dans nos rayons. Voilà, il est important ce clivage. La question de l'agriculture, elle est centrale, et on nous répond souveraineté alimentaire. C'est vraiment pour expliquer l'intérêt de l'irrigation. On voit quels sont les enjeux, mais là, il va falloir forcément transformer les choses, non? Il y a une certitude, c'est que les plantes, pour pousser, il leur faut de l'eau. Ça, vous ne changerez pas le modèle. En revanche, effectivement, on peut faire évoluer les modèles d'assolement. Je crois que les agriculteurs ont déjà engagé cela. Comment, déjà par le biais du plan protéines. Les agriculteurs font peut-être moins de maïs, c'est le cas notamment dans les Deux-Sèvres. Ça a été répété par le ministre de l'Agriculture tout au long de ce week-end, tout au long de cette semaine. Les agriculteurs sont quand même en capacité d'analyser tout ça et de faire évoluer les modèles. Donc, faisons confiance aussi à l'agriculture. Je ne voudrais pas qu'au travers de ce plan eau, ce soit un moyen supplémentaire de jeter le discrédit sur l'agriculture. Rappelons que l'agriculture, c'est aussi une arme géopolitique énorme, parce que c'est la souveraineté alimentaire de notre pays qui en dépend. Et la France exporte en matière agricole. Il faut aussi que l'agriculture ait accès à l'eau pour pouvoir assurer notre souveraineté alimentaire. Marc Lomazzi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On voit très clairement qu'il y a un face-à-face et qu'il va falloir bouger. Je réponds simplement une chose. Avec un prix à payer. Il faut quand même, au bout d'un moment, si on est d'accord pour dire qu'on vit une crise climatique absolument terrible, il faut à un moment donné lire les rapports du GIEC. Il faut écouter ce que nous disent les experts. Les experts nous disent l'agriculture, c'est en France le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, derrière les transports. C'est le premier consommateur d'eau. On dit par ailleurs qu'il n'y aura pas suffisamment d'eau pour tous les usages, y compris pour l'agriculture. Et quand on va parler du problème du partage, on ne pourra partager l'eau
que si tout le monde a fait un effort et que donc il faut quitter un modèle agricole qui est un modèle d'agriculture intensive. Là, vous parlez de nourrir les Français. Ça, c'est de la communication. La réalité, c'est qu'il y a effectivement une agriculture paysanne qui nourrit les gens, et puis vous avez une agro-industrie qui est extrêmement consommatrice d'eau, qui est extrêmement émettrice de gaz à effet de serre. Là, vous parlez du lobby agricole de la FNSEA. Et attendez, je termine juste mon propos. Et qui est destiné pour une large part à l'exportation, ce qui a fait d'ailleurs la fortune. Les experts qui avaient mandaté le ministère de la Transition écologique sur cette question ont rendu un rapport pour dire que compte tenu des éléments dont on disposait en matière de projection climatique, il faut effectivement changer de modèle pour organiser une espèce de deuxième grande révolution agricole. La première révolution agricole, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait nourrir les Français. Les paysans ont retroussé les manches et ont nourri la France pendant des années. Aujourd'hui, il faut passer à un autre modèle, plus proche de l'agroécologie, moins consommateur. Ce modèle, est-ce qu'on peut essayer de l'envisager? Allez-y. Concrètement, on parle de nouveaux systèmes d'irrigation, de goutte à goutte, on parle de nouvelles cultures. Il ne faut pas opposer les usages et opposer les modèles agricoles. Enfin, moi, je vous parle en tant qu'agriculteur. Vous parlez d'agroécologie. Banco, moi, je suis en agriculture régénérative. Je suis en agriculture de conservation des sols, où je sème en direct. Donc, je rejoins vos propos sur les agriculteurs, quand on parle d'économie. Depuis 20 ans, ils ont amélioré l'efficience de l'eau. On produit 30% de plus de matière végétale, c'est-à-dire 30% de nourriture en plus avec la même quantité d'eau qu'il y a 20 ans. Donc on est déjà dans une trajectoire d'économie. Et vous êtes en fait dans une opposition à nous faire croire sur un changement de modèle, mais aujourd'hui le modèle français, le modèle agricole français a depuis 30 ans fait des efforts, a évolué, et je ne peux pas vous laisser dire ça. Alors, je ne suis pas persuadé qu'on puisse faire du en même temps sur cette question-là. Justement, c'est la question, Xavier Le Fleuve. On a d'un côté le président de la République qui dit clairement oui au stockage de l'eau, aux réserves géantes, il l'a redit avec ses mots. Ça, c'est une partie de son discours. Et puis, il y a aussi une projection dans l'avenir vers un changement de modèle. À quoi peut-il ressembler concrètement, sans pour autant mettre à mal toute une filière? Je pense que le changement de modèle, d'une certaine manière, on ne peut pas y échapper, mais ce n'est pas forcément dans une logique de confrontation. Il y a des arbitrages qui vont être compliqués à faire. Trois éléments. Le premier, c'est le secteur agricole est très différent, très divers. Et certains auront plus la capacité d'évoluer, de s'adapter que d'autres. Et donc, ça peut demander des mesures d'accompagnement ciblées. Deuxième élément de réponse, les échanges internationaux. La solution n'est pas forcément au niveau national. On fait partie de l'Europe, il y a des échanges internationaux. L'OMC aussi réfléchit à ces questions-là et met l'eau au cœur de ces réflexions. Est-ce qu'il faudra changer les modèles de culture aussi ou pas ? Peut-être, suivant les régions, suivant les territoires, suivant les pratiques. Je voudrais juste ajouter un point qui est un petit peu décalé dans ce débat. Tout le monde est pour la sobriété et pour utiliser moins d'eau. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'eau qui a été économisée ? Parce que si on utilise cette eau qui est économisée pour augmenter les surfaces agricoles ou cultiver des plantes, des cultures qui sont plus intensives en eau, il n'y a aucun bénéfice pour la ressource. Alors je vous donne le mot de la fin. Allez-y. Moi je vais vous dire, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Moi je vois évoluer l'agriculture depuis 35 ans parce que je me suis engagé auprès de l'agriculture par choix. Sincèrement, je vois ce monde évoluer, je vois ce monde prendre en compte les enjeux de société, les messages que lui envoie la société. Il est entendu ce message et je peux vous assurer que les agriculteurs seront au rendez-vous pour faire mieux avec moins d'eau, mais sachant que pour faire mieux avec moins d'eau, il faut aussi être en capacité de la stocker au moment où elle tombe. Et j'ai un modèle que je pourrais vous présenter à l'occasion d'une autre émission, qui est un modèle de stockage de l'eau de la vallée écologiquement acceptable. C'est très clair. On va continuer d'ailleurs à en parler des méga-bassines. On va s'arrêter là, c'est un sujet énorme. Évidemment, on va le traiter ici à la chaîne parlementaire et ce plan de Christophe Béchu sera détaillé secteur par secteur dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Merci d'être venu débattre. Vous restez avec moi, Manuel Bompard. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis ce soir, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot va vous interpeller sur la violence en politique. La lutte contre les arnaques des influenceurs, c'est voté. Ce sera dans le Bourbon Express avec Thibaut Enoch et puis la carte blanche surprise de Nicole Ferroni à découvrir à la fin de cette émission. Mais d'abord, on revient sur les Insoumis, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes le coordinateur, accusé, je le disais, d'attiser les violences par le gouvernement, mais pas seulement par la droite, également dans cette crise des retraites. Regardez, c'est dans l'invitation de Stéphanie Despierres.
Si on vous invite Manuel Bompard, c'est parce que votre mouvement, la France Insoumise, est sous le feu des critiques de l'exécutif après les manifestations contre les retraites et contre les bassines. Lundi, c'est le président de la République qui vous accuse de saper les institutions. Il y a un réel projet politique mené par LFI qui tente de délégitimer l'ordre raisonnable, nos institutions, les outils institutionnels. Mardi, c'est le ministre de l'Intérieur. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers? Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche? Et le porte-parole du gouvernement. Rien ne justifie les violences, jamais. Et ceux qui, en ne les condamnant que du bout des lèvres ou en tentant de leur donner une forme de justification, n'honorent ni la confiance de leurs électeurs, ni les institutions qu'ils ont juré de servir et protéger. Manuel Bompard, vous êtes né dans la Loire il y a 36 ans. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône, numéro 1 de la France Insoumise. Vous avez un doctorat en mathématiques et c'est vous qui avez eu l'idée des hologrammes de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Réservé, toujours dans l'ombre du chef, vous avez piloté ces 2 campagnes présidentielles et vous restez l'un de ses fidèles. En décembre, vous passez à la lumière en prenant les commandes de la France Insoumise. Tollé en interne, des députés et figures du mouvement crient au hold-up après votre désignation, sans vote. Vous avez dit le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. L'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Vous pouvez nous expliquer cette phrase un peu étonnante? Mais il peut y avoir des votes, il y en a parfois dans certaines de nos instances et certaines de nos structures, mais parfois notre mouvement, y compris à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, il privilégie des formes de décision qui sont davantage des formes de décision de recherche du consensus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un parti politique traditionnel, qu'on cherche à inventer une nouvelle forme. Vous succédez aussi à Jean-Luc Mélenchon comme député de Marseille. Il vous a légué sa circonscription imperdable. Depuis l'été dernier, le premier des Insoumis n'est plus ni député ni chef du mouvement. Mais il est là, dans les manifestations contre la réforme des retraites. Il est là, à l'Assemblée. Il déboule quelques minutes avant l'annonce du dernier 49.3. Et il est toujours là, quelques heures plus tard, à la Concorde pour protester. Alors Manuel Bompard, dites-nous, qui est le vrai patron de la France Insoumise? C'est lui le patron, non? Le patron, mais vous savez, la France Insoumise, c'est pas une entreprise. Donc à la France Insoumise, il n'y a pas de patron. Jean-Luc Mélenchon a été notre candidat à l'élection présidentielle à 3 reprises. Il a fait 22% des voix à l'élection présidentielle l'année dernière. Ce serait une folie pour la France Insoumise de considérer qu'il faut se couper de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour le reste, le mouvement de la France Insoumise, il a des instances. J'en suis le coordinateur. Mathilde Panot en est la présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'a pas commis une erreur quand même en renonçant à son siège de député? On le voit, il était là pour la motion de censure. Il regrette rien? Je ne crois pas, mais ça vous lui poserez la question à lui. Mais contrairement à ce que laisse entendre votre reportage, vous savez, il n'y a pas besoin, on est des gens suffisamment équipés d'un cerveau, que ce soit Mathilde Panot, moi-même ou d'autres militants de la France Insoumise, pour pas avoir besoin de quelqu'un pour tirer les ficelles derrière. Donc, mais lui, on a l'impression que ça lui manque. Mais pas du tout. Mais écoutez, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi? Mais parce qu'on est dans une bataille, la bataille sur les retraites, qui est une bataille historique. On a des manifestations, ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu des manifestations de cette importance. On vit un moment, je pense que tout le monde le réalise, qui est un moment extraordinaire de notre histoire politique. Jean-Luc Mélenchon, il incarne une proposition politique de recours. Parfois, mais on l'a vu avec un tweet avec grand plaisir. Au moment du débat sur les retraites. C'est de l'histoire ancienne. Qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron quand il vous accuse de surfer sur les violences et même de saper les institutions? Celui qui sape les institutions pour l'instant, c'est Emmanuel Macron lui-même. Je vous rappelle quand même qu'on parle d'un texte de loi sur les retraites qui est rejeté par plus de 70% de la population, par plus de 90% des actifs, par l'ensemble des organisations syndicales de salariés et qui n'a même pas de légitimité parlementaire puisque le gouvernement a choisi l'article 49.3 pour faire en sorte que l'Assemblée ne puisse pas voter sur ce sujet. Et malgré ça, le président de la République passe en force. Donc celui qui abîme nos institutions. C'est légal. C'est pas parce que c'est légal que ça n'abîme pas nos institutions. Ce qui abîme nos institutions, c'est de vouloir passer en force un texte de loi alors qu'il est rejeté par tout le monde. Ça, c'est beaucoup plus dangereux pour les institutions que les propos, les actes que peuvent avoir les parlementaires de la France Insoumise qui n'ont rien à se reprocher du point de vue du respect de nos institutions. Sur la question des violences, je voudrais vous faire entendre ce qu'a dit le président de la République aujourd'hui sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end. Rien ne peut justifier la violence. Il y a des gens qui venaient contester.
et qui étaient là en famille, qui d'ailleurs à Mel, le lendemain, ont tenu un moment plus festif qui n'a donné lieu à aucun débordement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. La guerre à Sainte-Soline. Je crois que le président de la République ignore que les milliers de gens qui étaient là dans leur immense majorité pour protester contre la construction de ces bassines. Il parlait des militants les plus radicaux qui ont rejoint les rangs des écologistes. Il a dit des milliers, et je pense que c'est une inversion qui est extrêmement dangereuse, parce que l'immense majorité des gens qui ont participé à cette manifestation étaient venus là pour protester pacifiquement contre un projet qui fait courir un risque sur le cycle de l'eau. On en a parlons de cette minorité. On les a vus armés, organisés, les images en témoignent, munis de boucliers, de masques à gaz, feux d'artifice, prêts à en découdre avec les gendarmes. C'est pas la guerre qu'ils cherchaient ? Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faudra leur demander, mais en tout cas, vous avez un avis ? Et moi, je vais vous le donner, mon avis. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours été extrêmement clair, que moi, je désapprouve les méthodes d'action qui sont des méthodes d'action qui visent à s'en prendre à des individus. Je les désapprouve. Vous les condamnez ? Extrêmement clair. Moi, je ne suis pas procureur ni juge, madame. Je vous pose la question. Donc, je suis responsable politique et vous me posez une question. Et ma question, c'est que je ne suis pas d'accord avec ces méthodes. Mais ce qui s'est passé à Sainte-Soline dimanche a été organisé par le ministère de l'Intérieur d'une manière qui était une provocation et qui voulait c'était samedi d'ailleurs, que se provoquent des incidents. C'est le gouvernement qui a provoqué. Je pense que la manifestation était interdite. Oui, d'accord. Et donc, puisque la manifestation était interdite, j'imagine que vous aurez retrouvé des barrages qui empêchaient les gens de venir manifester. Non, il n'y en avait aucun. Puisque la manifestation était interdite, j'imagine qu'il y avait des gens qui étaient présents pour dire aux gens « Non, la manifestation est interdite, ne venez pas ». Non, il n'y en avait aucun. La vérité, c'est que le ministre de l'Intérieur a choisi une doctrine de maintien de l'ordre qui était une provocation. Il a mis des gens autour d'un trou, une bassine, où il n'y avait rien à dégrader, rien à casser, et il a poussé à l'affrontement. Or, je rappelle que la responsabilité... Le gouvernement est responsable de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Oui, bien sûr. Je rappelle que... Oui, je le crois. Je rappelle que la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est à la fois de protéger les personnes qui travaillent sous sa responsabilité, en l'occurrence ici les gendarmes, et de garantir un certain nombre de libertés constitutionnelles comme la liberté de manifester. J'observe que dans ce cas de figure-là, aucun des deux objectifs que doit être celui du ministre de l'Intérieur n'ont été remplis, puisqu'il y a des gendarmes qui sont blessés et il y a des manifestants qui n'ont pas pu faire valoir leurs droits et leurs libertés fondamentales et qui sont blessés, voire très gravement blessés pour certains. Le SAMU récuse avoir été obstrué. Il doit partir. Le SAMU... Qui doit partir ? Et le Gérald Darmanin, c'est une évidence. Dans n'importe quelle démocratie du monde, après ce qui s'est passé samedi, le ministre de l'Intérieur aurait assumé sa responsabilité et serait parti. Le SAMU récuse avoir été obstrué dans l'exercice de ses fonctions. Il a manifestement été tenu à l'écart de la zone de danger. Ce sont les règles. Est-ce que pour vous, la polémique est close ou pas ? Non, pas du tout. D'abord, c'est pas le SAMU. Vous savez que des journaux ont publié des enregistrements qui disent les choses de manière extrêmement claire. C'est-à-dire, les journaux, les choses ont été rectifiées. Non. Aucun des enregistrements qui ont été publiés n'ont été rectifiés. Non, pas du tout. Ce qui est tenu dans ces enregistrements reste tout à fait valable et véridique. Oui, mais aujourd'hui, le scénario le plus probable, puisque le SAMU s'est exprimé, c'est qu'il n'avait pas le droit d'intervenir parce que les règles l'en empêchaient. Parce que c'était une zone de danger. Ça, c'est tous les observateurs fixé en qui étaient permanence sur place, par non, mais vous pouvez, si vous voulez, défendre un point de vue qui est celui du ministère de l'Intérieur. Non. Je vous réponds, oui, sauf que là... C'est ce que le SAMU lui-même explique. Non, mais d'accord, mais sauf que moi... Il y a une enquête. Moi, ce que je vous dis, madame, c'est que par exemple, il y avait des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui étaient présents sur place et qui ont dit qu'il y avait tout à fait une possibilité pour que les services de secours puissent se rendre sur place et pouvoir prendre en charge les blessés. Et que manifestement, il y avait des ordres des personnes qui étaient sur place et qui s'occupaient du dispositif de maintien de l'ordre pour leur dire de ne pas y aller. Je pense quand même que ça mérite d'être souligné. Et l'enquête a été ouverte et notamment des plaintes déposées par les familles de ces victimes. Il est temps de passer à autre chose, a dit en substance Emmanuel Macron aujourd'hui. Tout ne peut pas s'arrêter. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que malgré la crise de retraite, les réformes doivent se poursuivre ? Non, c'est une manière d'essayer de dire bon allez, rentrer à la maison, la contestation est terminée, on va passer à autre chose. Mais on a parlé du plan eau. Est-ce qu'il faut quand même, pour les Français, leur offrir un certain nombre de réponses ? Il y a beaucoup de réponses à apporter sur l'eau. On n'était pas obligé d'attendre aujourd'hui pour le faire d'ailleurs. Nous, ça fait depuis des mois et des années qu'on propose d'apporter des réponses sur la question de l'eau. Sur la question du pouvoir d'achat, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais si on veut pouvoir les faire très rapidement, il faut sortir de cette situation. Et pour sortir de cette situation, retirer le texte, il y a une manière extrêmement simple, c'est de retirer le texte. Le Conseil constitutionnel va s'exprimer le 14 avril prochain. S'il valide les 64 ans, est-ce que vous respecterez sa décision ?
Mais je respecterai sa décision, mais je contesterai la pertinence de ce projet, je continuerai. Donc vous appellerez à manifester à nouveau? Bien sûr. Mais attendez, mais c'est pareil, enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est pas parce que le Conseil constitutionnel prend telle ou telle décision qu'on n'a plus le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec un projet de loi. Si contester la démocratie, c'est ça, alors oui, je conteste la démocratie. Mais moi, j'ai jamais contesté la démocratie. Vous ne le dites pas. Mais j'entends dans la parole du président de la République que les manifestations deviendraient en quelque sorte illégitimes. Mais pourquoi? Les gens sont opposés à cette réforme dans l'immense majorité. Ce qui est légitime, c'est de passer en force. D'ailleurs, la jeunesse est extrêmement mobilisée. On verra ce que fera le Conseil constitutionnel. Mais si le Conseil constitutionnel juge en droit, il y a dans ce texte et dans la méthode qui a été utilisée de nombreuses raisons pour retoquer ce texte de loi. S'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Mais ça n'empêchera pas la mobilisation de se poursuivre jusqu'au retrait de ce texte de loi. C'est l'objectif que se sont fixés les manifestantes et les manifestants. On verra ce qu'il en est déjà le 14 avril et comment évolue ce mouvement social. Je rappelle qu'il y a une nouvelle journée d'action à l'appel des syndicats jeudi prochain. La Haute Autorité de Santé a préconisé la levée de l'obligation vaccinale pour les soignants et le gouvernement va suivre cet avis. C'est la fin du vaccin Covid obligatoire pour les soignants. Est-ce que vous saluez cette décision ? Bien sûr, puisque vous vous rappelez peut-être qu'on avait déposé un texte de loi au mois de novembre dernier, la France Insoumise, dans notre niche parlementaire, qui d'ailleurs avait une majorité de députés pour la voter. Et le gouvernement avait fait volontairement durer les débats pour empêcher ce texte d'être voté. Donc bien sûr, je pense qu'on aurait dû le faire avant. Je rappelle que la France est, je crois, le dernier pays d'Europe qui a maintenu cette obligation vaccinale pour les soignants. Et je pense qu'il est nécessaire d'y mettre un terme le plus rapidement possible. Ça reste recommandé, vous dites aux soignants qui travaillent à l'hôpital de se faire vacciner tout de même. Mais moi, vous leur recommandez le vaccin? Mais moi, j'ai toujours dit les choses de manière extrêmement simple. Mon opposition, c'est une opposition à l'obligation vaccinale. Et c'est une opposition au fait que des gens se soient retrouvés du jour au lendemain sans emploi parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. On va terminer avec une photo de votre camarade François Ruffin. Si Jean-Luc Mélenchon n'était pas candidat en 2027, c'est une hypothèse. Hein. Il n'a pas du tout encore dit ce qu'il allait faire et on a l'impression que voilà, l'idée de ne pas se représenter n'est plus du tout aussi clair dans sa tête. Mais s'il n'était pas candidat, est-ce qu'il ferait un bon candidat à la présidentielle? Mais il y en a plein. François Ruffin. Mais François Ruffin, comme d'autres, ferait des très bons candidats. Mais lui, en particulier. Mais je vous réponds, François Ruffin, comme d'autres, ferait des très bons candidats à l'élection présidentielle. Et on a la chance d'avoir dans notre groupe parlementaire des gens qui sont des gens de très grande qualité. Mais vous reconnaîtrez qu'en 2023, c'est peut-être pas le moment de désigner notre candidat pour l'élection présidentielle de 2027. Donc moi, je suis fier d'appartenir à un groupe politique dans lequel il y a des figures de grands talents qui sont en capacité de nous représenter la prochaine fois. Mais on prendra un petit peu de temps pour décider qui sera la personne qui nous représentera. Certes. Merci beaucoup. Vous restez avec moi, Manuel Bompard. C'est l'heure à présent d'accueillir nos affranchis pour leur parti pris. Ils vont vous faire réagir, j'en suis sûre. Allez, venez, on vous accueille tout de suite. Thibaut Enoch, bien sûr, pour le Bourbon Express, Nicole Ferroni, sa carte blanche à la fin de cette émission, et Pierre-Henri Tavoyot. On commence par le Bourbon Express du Collège de philosophie que vous présidez. Bien sûr, bonsoir à vous. Bourbon Express, comme chaque soir. L'histoire du jour, Thibaut Enoch, c'est une histoire d'influenceurs, halte aux arnaques, ça y est, c'est voté. Oui, ce soir, je vais vous raconter l'examen de la loi sur les influenceurs aujourd'hui à l'Assemblée. Vous allez voir, les députés nous ont surpris. C'est vrai que d'habitude, dans l'hémicycle, on aime bien citer de grandes personnalités. Victor Hugo, Simone Veil. Aujourd'hui, on a entendu des noms très différents. Coco Bongo, Kameto, de Nota Bene à C'est de la Fripe, Nabila, Marc Enadé Blata, Loufti Loft, Dylan, Thierry. Alors ces noms, si on les a entendus pour la première fois dans l'hémicycle, c'est que l'on débattait donc de la régulation de ces influenceurs. Une proposition de loi portée par un tandem, lui aussi inattendu, un député socialiste, Arthur Delaporte, et un député Renaissance, Stéphane Vogetta, main dans la main pour un combat transpartisan. Alors pour l'occasion, ils ont même tenté de jouer les influenceurs eux-mêmes à leur façon en faisant de la pub pour ces débats. Regardez, vidéo postée sur leur compte Twitter hier. Demain matin 9h, rendez-vous avec les influenceurs. Alors, ils sont un peu moins à l'aise que les vrais youtubeurs, certes, mais ils ont néanmoins travaillé leur sujet. Ils ont ainsi auditionné des influenceurs avant le passage de la loi dans l'hémicycle. Et visiblement, il en est resté quelque chose. Regardez. Bref, mes bébés, par rapport aux lois des influenceurs, franchement, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Moi, je suis complètement d'accord avec eux. Parce qu'en fait, moi, avec mes réseaux, j'ai fait tellement de conneries. Comme Maëva Guénam, qui incarne pour beaucoup les dérives de l'influence commerciale, faites attention à la loi qui arrive.
Voilà, vous le voyez derrière cette apparente légèreté, c'est en réalité un avertissement qui est lancé à tout un secteur. Alors justement, sur le fond, qu'ont-ils voté les députés? Alors l'objectif du texte aujourd'hui, voté aujourd'hui, éclaire mettre fin à la loi de la jungle qui prévalait jusqu'alors et empêcher les dérives. Il ne s'agit pas d'interdire le métier d'influenceur, mais de l'encadrer. Premier point, ce nouveau métier n'avait pas de définition juridique, c'est désormais chose faite. Deuxième point, les députés ont décidé d'appliquer à ces activités le droit déjà existant pour la publicité, la promotion pour l'alcool et les jeux d'argent seront ainsi encadrés. Les influenceurs devront aussi intégrer des messages d'avertissement pour les risques en matière de santé, pour les produits gras ou sucrés par exemple. Ces points étant actés, certains ont demandé à aller plus loin et à formuler de nombreuses interdictions, mais l'option n'a pas été retenue. Écoutez pourquoi. La position est de faire en sorte que les influenceurs soient soumis strictement à toutes les mêmes règles que les autres canaux de publicité en ligne. Il n'y a aucune raison d'interdire seulement aux influenceurs des pratiques qui seraient parfaitement légales dans les communications sur Internet, la publicité papier, la télévision ou encore la radio. Parce que j'ai plus le temps. Alors, certaines interdictions ont été quand même votées, non? Oui, 2 formes de publicité très courantes dans ce secteur seront interdites pour la chirurgie esthétique d'abord et puis pour les crypto-monnaies, sauf à de rares exceptions. Pour le reste, les influenceurs pourront influencer, mais ils devront être plus transparents. Tout placement de produit devra être signalé par un bandeau, tout comme le nom du fournisseur. Et par ailleurs, si une image est retouchée ou si un filtre est appliqué, là aussi, cela devra être signalé. Des amendes sont prévues en cas de non-respect de ces obligations et les plateformes devront retirer les contenus qui ne les respecteraient pas. La loi a été adoptée à l'unanimité en fin de journée et avec ce vote, la France devient le premier pays en Europe à se doter d'un cadre en la matière et à sortir du flou. Voilà les loulous, vous savez tout. Merci. Merci Thibault pour ce point très complet. Alors, on va maintenant piquer un peu plus Manuel Bompard avec votre chronique ce soir. Pierre-Henri, vous vouliez revenir sur la thématique de la violence politique qui défraie l'actualité. Oui, mais en faisant un peu l'inverse ce qu'on fait d'habitude, c'est de passer de la pratique à la théorie, parce qu'en politique, la politique n'est jamais, la violence n'est jamais gratuite, elle a toujours une intention, un but, une stratégie, et c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, vous vouliez parler deux exemples. Celui qui défraie le plus la chronique, ce sont les Black Blocs. Black Blocs, c'est pas un mouvement, c'est une stratégie de l'anarchisme radical. Quelle est la stratégie dite du coucou? Comme on est très minoritaire, on utilise des mouvements de manifestation de masse pour faire en sorte de se les approprier et de faire dégénérer ces mouvements dans une violence. Mais pourquoi cette violence? C'est l'anarchisme radical dont la thèse peut être formulée de manière extrêmement simple. C'est un ordre, face à un ordre plus exactement, qui produit de désordre, il faut du désordre qui produise de l'ordre. L'ordre qui produit du désordre, c'est l'État, c'est le pouvoir et ses alliés capitalistes. Pourquoi il produit du désordre? Parce c'est un fauteur de troubles dans nos vies individuelles. Il nous contrôle dans la vie politique, la conquête du pouvoir, dans la vie internationale. Donc c'est absolument insupportable et il faut donc un désordre qui puisse produire de l'ordre. Et c'est pour ça que dans les queues de manifestations, eh bien, on s'en prend aux expressions de l'État ou du capitalisme, les banques, etc. Et ça produit effectivement des dégâts assez importants en fin de cortège. Deuxième exemple. Deuxième exemple, eh bien, je ne savais pas, mais voilà, la France insoumise, c'est essayer de comprendre ce qu'il y a derrière la stratégie du coup d'éclat permanent, qui est celle de votre parti, qui est là aussi basée sur une théorie, celle de Chantal Mouffe, philosophe belge tout à fait intéressante et très claire, qui s'inspire elle-même de 2 penseurs, Carl Schmitt d'un côté et Gramsci de l'autre. Carl Schmitt, alors c'est pas un penseur habituel de la gauche, c'est plutôt un penseur qui flirte avec le parti nazi, mais qui a une idée assez importante qui consiste à dire que, au fond, la politique, c'est le rapport ami-ennemi, c'est ça le clivage politique, et qu'il faut se méfier du libéralisme. Le libéralisme endort un peu tout le monde dans la négociation, dans le consensus, et fait oublier qu'il y a un grand clivage politique, le clivage entre les élites et le peuple. Les élites n'ont qu'un but, c'est de défendre leurs propres intérêts. Le peuple doit se défendre à l'égard de ces élites. Et donc, il faut pratiquer une politique agonistique. Voilà le terme technique, agonistique, ça veut dire du conflit, constamment, le coup d'éclat permanent, le coup de conflit permanent. Il ne faut pas négocier, il faut être en désaccord et en dissensus perpétuel. La deuxième référence est Gramsci, la lutte pour l'hégémonie culturelle, c'est plus connu. C'est l'idée qu'il ne faut pas laisser au libéralisme qui possède les médias l'accès à la domination culturelle, mais il faut précisément conquérir que l'agenda médiatique soit constamment saturé par
précisément les idées de, de cette lutte populiste entre le peuple et les élites. Je rappelle que Chantal Mouffe veut fonder, elle le dit clairement comme ça, un populisme de gauche. Cette dernière stratégie, pour vous, c'est ça qui fait monter les tensions? Ça fait monter les tensions, mais le diagnostic de départ n'est pas du tout à prendre à la légère. Le diagnostic est assez juste. Nous manquons dans notre pays et dans notre démocratie d'un affrontement politique, idéologique clair. Voilà, et il faut le dire, les partis sont quand même tous un peu mous. La France insoumise n'y échappe pas totalement. Idéologiquement, c'est un peu mollasson dans la mesure où on essaye d'avoir une idéologie la plus molle possible pour ratisser le plus large possible. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a de la conflictualité pour la conquête du pouvoir, mais très peu de perspectives dans l'exercice du pouvoir. Et si vous me permettez, ça me pose une question. Allez-y, vous pouvez l'adresser directement. Justement, j'ai confronté ces deux techniques de très différentes, parce que l'une vise à détruire le pouvoir, tandis que l'autre vise à conquérir le pouvoir. Ma question est très simple. Quand on s'appelle les insoumis et qu'on arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait avec les Black Blocs ? On fait en sorte de ne pas les laisser perturber des manifestations qui soient des manifestations pacifiques. Pardon ? La police charge. Mais il y a plein de méthodes de maintien de l'ordre pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là. Face à les Black Blocs ? Oui, bien sûr. D'accord. Puisque tout le monde dit qu'on sait qui c'est. Donc si vous savez qui c'est, vous pouvez les identifier, par exemple. D'accord, donc vous feriez mieux. Vous les empêchez de venir en France pour ceux qui sont à l'étranger ? Non, mais je pense que par rapport à M. Darmanin, en termes de technique de maintien de l'ordre, on ferait beaucoup mieux, oui, bien sûr. Mais bon, Mais avec quelle police ? Parce que quand vous dites, c'est vrai, la police tue... Mais là, c'est pareil. Enfin, si vous voulez, le problème, après, je ne sais pas combien de temps on a pour débattre de ça, mais non, on a peu de temps, si on veut débattre un peu sérieusement de ces sujets, il faut faire en sorte de cesser les caricatures. Je veux dire, nous, on n'a jamais dit que l'ensemble des policiers tués... La police tue, c'est quand même... Il est vrai, il existe des cas, effectivement, où la police tue, c'est une évidence. Et la question est de savoir si c'est proportionné ou si c'est pas proportionné. Bon, et il y a des cas où ça l'est pas. Et il y a une déontologie qu'on demande qu'elle soit respectée. Et parfois il y a des policiers qui font pas bien leur travail. Et on les dénonce, on les couvre pas comme le fait M. Darmanin. Et puis des fois il y a des policiers qui font bien leur travail. Et dans ce cas-là, on leur dit bravo et on leur dit merci. Bon, je sais pas, juste avoir un petit peu de nuance. Je sais pas si c'est peut-être trop compliqué dans le débat politique aujourd'hui, mais je pense que ce serait très utile pour notre démocratie. C'est pas ce que Nicole Ferroni. Allez, il vous reste un peu moins de 3 minutes. Vous dites de quoi je vais parler? Vous nous parlez ce soir d'un fléau qui touche tout le territoire. Oui, exactement. Je voulais vous parler de cette gigantesque marée noire qui frappe actuellement le territoire français. Alors, pour ceux qui se souviennent de la catastrophe de l'Erika en 99, là, on est au-delà de l'Erika-catastrophe. On est vraiment sur un éricataclysme, puisque c'est une marée noire qui ne touche pas que notre côte maritime, mais vraiment tout le territoire français et qui donc englue tous les petits êtres qui s'y trouvent. Alors, je sais, vous allez me dire, ah bon, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une marée noire. Est-ce que l'État a débloqué des moyens pour y faire face? Évidemment, c'est son devoir de nous protéger. Donc l'État a dépêché sur la totalité du territoire français 50 personnes munies de petites cuillères afin de enlever comme ça le mazout pour sauver les petits êtres qui s'y trouvent. Alors je sais, vous me direz, pardon Nicole, mais est-ce que pour vraiment des millions de tonnes de mazout, est-ce que des cuillères c'est pas un peu peu? Est-ce que des pelleteuses ne seraient pas mieux? Sans quoi, effectivement, les millions d'êtres du territoire, que ce soit des mouettes ou des marmottes, ne seraient pas sauvés, parce que c'est pas avec 50 cuillères qu'on va sauver des marmottes. Oui, surtout quand les marmottes sont en réalité des marmots, et que la marée noire dont je vous parle et qui affecte notre territoire est en réalité celle de la pédocriminalité en ligne. Car ce que je viens de faire est une métaphore, et en la matière, la France détient un triste record, puisque la France est le 2e pays européen hébergeur de contenu pédopornographique, le 4e pays au monde, c'est-à-dire que nos serveurs, nos plateformes, Internet, de notre pays, héberge un volume record de photos et vidéos montrant des abus sexuels sur des enfants. Et ça, c'est un podium très moche, vraiment dont on se serait bien passé. Mais c'est hélas un podium qui s'explique, puisque face à la marée noire de ces contenus affreux, l'État français ne compte pour s'y opposer que 50 agents de police judiciaire du formidable OCRVP, Office central de la répression des violences aux personnes. C'est-à-dire que pour faire face à sa propre marée noire, l'État français n'a que 50 petites cuillères, là où le Pays-Bas compte 150 agents, le Royaume-Uni en a 350 impliqués sur ces seules questions de pédocriminalité. Alors vous me direz, mais Nicole, qu'est-ce que la France doit faire? Alors ma première suggestion, c'est évidemment donner-leur des moyens. Sauf que qui dit moyens dit pognon, et quand on voit un petit peu la crispation sur la réforme des retraites, on se dit que oh là là, le pognon, c'est pas le premier réflexe là en ce moment dans le projet du gouvernement. Mais c'est pas grave, parce que moi j'ai une astuce gratuite pour le gouvernement, à qui je dis, si vous ne voulez pas donner des moyens pour sauver les enfants, eh ben vous pouvez leur donner des mots. Et ça, les mots, c'est super. Pourquoi? Parce que ça ne coûte rien, mais c'est très puissant. Et là,
par exemple, ce qui serait très puissant, ce serait que dans les jours qui viennent, en amont du prochain Conseil de l'Union européenne, eh ben, la France, par l'intermédiaire de son gouvernement, ça peut être Madame Borne, Monsieur Darmanin, Madame Cobel, eh ben, se prononce publiquement en faveur du projet de règlement proposé par la commissaire européenne Ylva Johansson. Alors, c'est un projet de règlement qui contraindrait vraiment les plateformes Internet, les fournisseurs, les opérateurs à détecter, à retirer, à signaler les contenus pédopornographiques. Et si la France, c'est pas grave, elle est tombée, et si la France prenait publiquement cette position forte pour un règlement fort, eh ben, elle serait donc le tout premier pays européen à le faire. Et là, on serait enfin fiers de la voir sur un beau podium pour défendre les enfants contre vent et marée noire. Je connais pas le projet de directive en question, mais si j'en crois ce que vous dites, ce serait une bonne idée. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas évacuer la première piste aussi. Les moyens, c'est des moyens. Bah oui. Ouais, et surtout dans la police judiciaire, parce qu'on parlait tout à l'heure de doctrine et de politique de sécurité. On sent bien qu'il y a une volonté de faire du chiffre, donc d'investir dans des effectifs qui sont présents sur le terrain, et que les effectifs d'enquête, c'est notamment le travail de la police judiciaire, c'est le cas dans ce sujet, mais c'est sur le cas sur plein d'autres sujets, sont souvent les parents pauvres, alors que c'est là où il faudrait mettre les moyens pour démanteler des réseaux, c'est ça la police. Donc vous voyez, y compris en matière de sécurité, si on veut sortir des caricatures, on peut avoir des débats entre différentes orientations politiques. Il n'y a pas d'un côté ceux que ça intéresse pas ou qui n'aiment pas la police, et de l'autre qui sont les meilleurs partisans de la police. C'est plus compliqué que ça. On s'arrête là. Dernier mot. Mais je remarque que cette fois-ci, il y a l'art de la nuance et le culte de l'uniance. C'est pas du Chantal Mouffe. Mais c'est pas vrai. La conflictualité n'empêche pas la nuance. Ah, voyez, la conflictualité n'empêche pas la nuance. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si c'est un oxymore ou si c'est une dissertation de philosophie. Non, la conflictualité, c'est pour ouvrir la porte. On y va. La discussion, l'écoute, et ensuite, on peut débattre sérieusement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette heure de